Salut l'équipe, je m'appelle Romain Auger, bienvenue sur le podcast De Rien. De Rien, c'est le podcast où nous allons explorer et cultiver ensemble notre potentiel financier. L'idée est de visiter des sujets divers et variés, tels que l'immobilier, les business et les side business, la bourse, les cryptos, en bref, parler de tout et de rien. Nous irons là où nous mène notre curiosité à travers des épisodes solo, des revues de lecture, des interviews, en fonction de nos coups de cœur et passions du moment. Alors attention, ici ce n'est pas l'élite, nous partons de rien. Et donc, nous allons nous efforcer d'augmenter nos savoirs et nos succès de manière très pragmatique, que tu puisses te sentir avancer à chacun des épisodes écoutés. Plus de spé, moula, pes, thune, zeyo, lové, ou encore pour les plus anciens, du Grisby, ça ne rend pas plus heureux, mais ça y contribue un petit peu, non ? Alors, si tu apprécies le morceau, n'hésite pas à me dire merci en commentaire, ou encore mieux en t'abonnant à ce podcast. Je ne manquerai pas de te répondre avec mon plus beau « De rien ». Salut tout le monde, bienvenue à toute la communauté d'auditeurs et auditrices. On se retrouve aujourd'hui pour une interview dans un cadre magnifique puisqu'on a la chance d'être accueillis par l'hôtel La Conversation à Paris. Donc pour ceux qui voient la vidéo sur YouTube, un cadre très agréable ma foi. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Pierre pour parler de budget. D'ailleurs Pierre, vous pouvez le retrouver sur Instagram sous le nom Le Budget Teaser. Tout à fait. Où il donne pas mal de conseils intéressants sur le budget et l'épargne notamment. Vous allez voir, Pierre a une histoire très intéressante puisqu'il est passé d'une dette de 8 000 euros à un patrimoine un peu plus de 600 000 euros. Pourquoi aujourd'hui le podcast normalement touche un peu plus l'investissement avec un grand I de manière générale? Alors, vous allez me dire, Romain, pourquoi tu parles de budget et d'épargne? Et tout simplement parce que pour moi, ce sont les fondations, pour vous placer de l'argent, il va falloir quand même en avoir, en économiser, savoir ne pas le dépenser tout de suite. Et c'est ce que va nous aider à comprendre aujourd'hui Pierre. Donc cet épisode, on pourrait l'appeler commencer from scratch, le budget pour les noobs. À nous de choisir, on verra quel titre se prête le mieux. On verra, oui. Mais ça va être super sympa. Donc Pierre, peut-être je te propose de te présenter à nos auditeurs. Oui, déjà, merci beaucoup Romain pour ton invitation à ce podcast. Je suis très heureux d'être ton invité. Je m'appelle Pierre, j'ai 37 ans et je suis coach en gestion de budget et finances personnelles. Donc j'accompagne les femmes, les hommes et les couples pour mieux gérer leur budget au quotidien et pour les aider à épargner plus, à investir et à réaliser leurs projets. Super. Comment t'es venu un peu ce chemin vers t'as une histoire super singulière et hyper intéressante. Comment t'en es arrivé à venir faire ce métier de donner des conseils aux gens? Je pense déjà que si je remonte à mon enfance, j'ai un rapport à l'argent qui est quand même assez particulier. Je me revois déjà sur un bateau à essayer de budgétiser alors que j'avais que 8 ans mon premier achat d'appareil photo puisque je voulais être photographe enfant. Très bien. Et j'ai calculé sur plusieurs années avec mon argent de poche, etc., combien de temps il fallait pour que je m'achète mon premier appareil photo. Donc ça, déjà, c'est une première chose. Et puis ensuite, on aura l'occasion d'en reparler, mais effectivement, j'ai eu quelques déboires avec l'argent, un comportement assez addictif et dépensier, qui ont fait que je me suis retrouvé assez endetté. As-tu acheté l'appareil photo de tes rêves finalement? Oui, mais il y a quelques années, ça. Pas à 8 ans, t'as dû attendre un petit peu. J'ai dû attendre. Trop bien. Donc ouais, tu tiens ça depuis longtemps. Après, c'est vrai que je le vois avec mon fils de 6 ans. On a aussi des passes, je pense, de vie très jeunes et des questionnements autour de l'argent. Ça fait partie des questions aujourd'hui d'ailleurs. Ok. Et donc du coup, peut-être tu peux revenir tout de suite sur cette histoire où dans ta vie, tu as eu des problématiques et j'ai l'impression que ça a été peut-être l'élément déclencheur derrière et ce qui t'a fait arriver ici. Absolument, absolument. Alors il y a eu il y a une phase de bascule, je dirais une prise de conscience très grosse qui m'a frappé en plein visage. En fait, je venais d'arriver sur Paris, c'était en 2012, j'avais 25 ans à l'époque et je terminais des études, j'étais en stage. D'accord. Donc avec un salaire à Paris inférieur à 1 000 euros, mes parents qui me donnaient quand même 300-400 euros pour vivre assez confortablement. Mais j'avais un loyer donc, de 750 euros, après des charges fixes, Internet, le chauffage, l'électricité qu'il fallait payer chaque mois. Un crédit étudiant de 200-250 euros.
Donc tout ça déjà, j'arrivais à 1300 euros de charges fixes. Et derrière, bon, il fallait manger. Et puis, en fait, j'étais déjà à découvert en ayant payé mes charges, mais je continuais quand même à sortir, à faire la fête, à m'acheter des fringues, à dépenser n'importe comment, bref. Il avait quand même profité un minimum, surtout quand on est étudiant. Bon, il y a un peu ces... Tu Oui. sortais du cocon familial, voilà, profiter un peu Alors de voilà, sa vie, quoi. le truc c'est que j'étais encore un petit peu, encore dans ma tête, étudiant, insouciant et assez irresponsable. Et donc très rapidement, chaque mois, mon découvert a commencé à se creuser de 300, 400 euros par mois. J'ai commencé à avoir des factures rejetées, des impayés. Donc la banque qui m'appelle. Alors évidemment, moi, je répondais jamais. Mieux vaut faire l'autruche à ce moment-là plutôt que d'affronter ses propres problèmes. Et puis il y a quand même eu un moment où j'ai dépassé mon découvert autorisé. Et là, les paiements par carte bancaire ne passaient plus. La banque me facturait des commissions d'intervention. À l'époque, c'était 180 euros Ah oui, par mois. ah oui. C'est-à-dire que même si je faisais l'effort d'économiser 180 euros par mois, je revenais statu quo par rapport au mois précédent. Donc, je creusais ma tombe. C'était affreux. Et il y a un jour où, voilà, en fait, je pouvais plus rien payer par carte bancaire. J'étais archi malade. J'étais en arrêt maladie d'ailleurs. À ce moment-là, j'avais un mal de crâne énorme et j'avais pas de quoi payer un médecin. Et donc, il me restait quelques pièces. J'avais même pas de quoi m'acheter une boîte de Doliprane. Et qu'est-ce que j'ai fait quand même? Je suis allé à la pharmacie, j'ai demandé une boîte de Doliprane. Et quand la pharmacienne s'est retournée, j'avais sorti un chèque pour payer une boîte de Doliprane à 2,50 € en chèque. Donc là, bon, moi je l'ai vu, hein, j'ai quand même eu assez honte, mais j'ai vu son regard, elle était à la fois surprise, euh, étonnée, et en même temps, je pense qu'elle éprouvait une certaine pitié, elle savait qu'il allait être rejeté. Je suis reparti quand même avec la boîte de Doliprane. Le chèque, je sais plus s'il a été encaissé, mais elle l'a pris. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, il vient de se passer quand même quelque chose là, d'assez fort. Et ça peut pas continuer. Enfin, faut que ça change, faut que je change. Et donc, j'ai commencé là à prendre les choses en main. Très clair. Ouais, donc effectivement, c'est assez fou ton histoire parce que t'es parti, tu le dis toi-même, d'une situation pas d'aisance, mais où t'avais plutôt une situation correcte, J'ai jamais avec manqué de tes d'argent. parents, etc. Pour autant, ta façon de vivre fait que tu t'es vite mis en détresse à un point où, effectivement, bon, bah, on a tous un moment ou un autre peut-être été en agio et voilà, la banque t'appelle, bon, c'est bon, tu dis ça, je vais recevoir le virement. Là, en l'occurrence, tu as continué à creuser juste au point Ouais. d'être bloqué. Et c'est vrai que, encore plus à notre époque, maintenant, t'as pas de carte bancaire, c'est compliqué, quoi. Tu passes limite un péage, tu Ah fais non, mais plus grand aujourd'hui, c'est chose plus sans possible. carte bancaire, quoi. Donc, Aujourd'hui, c'est plus possible. Il y a 90% il y a 90% de la monnaie en circulation euh, qui est numérique. C'est-à-dire que 10% en billets et en pièces, c'est pour dire aujourd'hui à quel point plus personne n'utilise la monnaie liquide. bien sûr, ouais, c'est vrai que. Alors moi, je suis parti dans le fait qu'il faut toujours avoir un petit peu de liquide sur soi, effectivement, parce que s'il y a un problème de TPE, ne serait-ce que chez le commerçant, tout ça. Mais tout à fait, sinon, je suis entièrement dépendant de ma carte et je me vois pas faire sans. Ça marche, donc t'as eu un déclic hein, par rapport à ce chèque-là. Je pense que Ah oui, le moment de gênance a fait que bah, là, t'as dépassé tes propres limites. ah, c'est un électrochoc. Mais ce qui peut être intéressant, c'est du coup comment tu as réussi à te reprendre en main derrière. Qu'est-ce que toi, tu as mis en place en fait? Alors, déjà, ce que j'ai fait, la première chose, c'est essayer de voir la réalité en face. Ok, je suis nul. Alors, je me suis dit que j'étais vraiment nul avec l'argent. Mhm. Et la première chose que j'ai faite, c'est que quand je suis retourné au travail, alors j'ai pas bossé pour l'entreprise pour laquelle j'étais censé bosser. Je suis désolé pour eux avec un petit peu une bonne décennie de retard. Mais il y avait Excel au bureau et donc j'ai ouvert un fichier Excel et j'ai fait mon premier budget en mettant mes revenus, mes charges de manière assez précise pour identifier, voilà, pour avoir une vision globale de ce que je gagnais et de ce que je dépensais. Et, euh, et tout ça, même si c'était pas beau à voir, ça m'a permis au moins de comprendre un petit peu là où je pouvais mener des actions, là où je pouvais couper certaines dépenses. Et, euh, et voilà, donc j'ai également demandé de l'aide à mon frère, puisque évidemment ma situation, j'en ai parlé à personne, hein. J'en parlais pas à mes parents, euh, j'en parlais pas non plus à mes amis, j'en parlais pas à mon frère. Donc là, bon voilà, je lui ai demandé quelques centaines d'euros pour me dépanner.
Il me les a prêtés, je le remercie encore. J'ai également négocié avec ma banque l'arrêt des agios, l'arrêt des commissions d'intervention. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est possible. Alors bien sûr, il faut bien s'entendre avec son banquier. J'ai dû un peu supplier, hein, mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mmh. Et j'ai mis plein de petites actions en place. Bon, déjà, je suis beaucoup moins sorti. J'ai arrêté d'acheter des vêtements. En plus, ça tombe bien, j'en avais plein. J'avais fait le plein avant de vêtements. Donc, j'ai commencé à acheter du premier prix. Une chose, pour mon anniversaire, j'ai commandé une tondeuse à barbe et à cheveux. C'était en 2012, hein, et elle a lâché cet été. J'ai gardé la même pendant 12 ans, Trop bien. pendant 13 ans. Je mettrai la marque en commentaire. Je sais plus s'ils en font aujourd'hui des aussi robustes. Mais voilà, pour ne plus avoir à aller chez le coiffeur, donc c'est 50 € plutôt bien investis. Ah, trop bien. Tout plein d'actions comme ça, et finalement je suis sorti du découvert assez rapidement. À partir du moment où je sors du découvert, je peux me dire que voilà, je repars sur des bases saines, et c'est ce que j'ai fait. Ouais, donc alors, j'ai plein de questions du coup, parce que tu as dit plein de choses importantes. Je trouve que la première chose, effectivement, c'est le déclic. Mais finalement, pas si simple d'en sortir que ça, parce que comme tu dis, il y a beaucoup de choses. Il peut y avoir des sentiments de honte, de culpabilité, t'évoquais. Ah oui. Finalement, quand on rentre dans une spirale infernale et qu'on n'arrive pas à en sortir soi-même, bah déjà, il faut être fort psychologiquement, il faut se donner ce coup de pied aux fesses pour y arriver. Peut-être que certaines personnes, et je trouve que c'est intéressant seulement d'avoir des coachs de vie ou des coachs de finances personnelles, permettent de dézoomer et d'accompagner, et puis de rendre moins lourd ce fardeau qu'on porte. On externalise un petit peu et on se fait aider. Au-delà de la méthode, hein, vraiment sur l'aspect psychologique, moi ça me paraît hyper important. Absolument. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans l'état de détresse, et quand t'as pas de proches à qui en parler, ou tu as des proches mais tu veux pas en parler, comme tu disais, est-ce que tu es dans la honte, tu es dans le déni, Qui on peut pas en parler, et puis qui peuvent pas nous aider. Moi j'ai eu la chance d'être un petit peu aidé par mon frère. aussi, ouais. C'est pas le cas de tout le monde. Donc faut franchir le premier step. Voilà, on a la chance maintenant avec YouTube, les réseaux, Insta, etc. déjà de trouver des premières pistes d'information, des premières personnes qui peuvent peut-être donner Oui. des éléments de réponse. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc qui me semble a priori le fondement de tout, c'est t'as claqué ton Excel sur l'ordinateur et t'as fait état de tes finances, de ton budget. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus voilà, ça consiste en quoi exactement? Établir un budget, en fait, ça peut être ça peut être très simple, comme ça peut être très compliqué. Moi, j'aime bien voir la chose de manière très simple, c'est-à-dire que déjà, il faut pas être matheux pour établir un budget. C'est donné à tout le monde. Il faut savoir additionner, compter et soustraire. Et en plus, maintenant, il peut y avoir des applications ou des formules mathématiques qui le font à notre place. Donc, Bien sûr. on n'a plus à le faire nous-mêmes de tête. C'est-à-dire que même si tu n'es pas bon en maths, le fait de savoir combien d'argent il te reste et dont tu vas pouvoir bénéficier, bizarrement, tu es meilleur là. Bon, oui. Alors, c'est une compétence en plus qu'on nous enseigne pas à l'école. On nous enseigne la trigonométrie, à apprendre plein de choses, mais pas à apprendre aujourd'hui la compétence qui est la plus utile au monde quand on entre dans l'âge adulte et dans l'activité. Voilà. Okay. Mais ça peut être très simple. Ça peut être juste quelques colonnes, charges fixes, charges variables, quels sont nos crédits et nos mensualités, quels sont nos revenus. Et derrière, ça offre une répartition, une vision globale qui nous permet de pouvoir prendre des décisions. Bien sûr. Je parle pas d'autres fichiers Excel ou Google Sheet qui peuvent être vendus à prix d'or sur Internet, avec tout un tas de graphiques, d'indicateurs clés, etc., qui là sont plus destinés aux personnes confirmées, qui ont des objectifs bien établis et qui vont vouloir avoir vraiment un truc hyper chiadé. Je te rejoins, hein, visuellement, c'est toujours, on a toujours de l'appétence pour les trucs beaux, les graphiques, voilà, les belles couleurs, etc. En fait, là, on n'est pas là pour jouer, pour en dessiner. Si vous l'avez, tant mieux. Mais le but, c'est d'être hyper pragmatique. Voilà, on ne maîtrise pas son budget, que vous soyez dans une difficulté ou non. Moi, je fais souvent l'exercice maintenant moi-même. Même quand on n'est pas en difficulté, on se rend compte qu'il y a plein de postes inutiles ou en tout cas d'argent qu'on pourrait aller chercher parce que les mécanismes sont faits aussi qu'on s'abonne plus facilement, on oublie d'abonner. Enfin, voilà, il y a plein de mécanismes. On pourra y revenir, mais oui, j'ai passé 12 ans en marketing et je sais que c'est très très compliqué de passer de lutter contre ça. De lutter contre ça, ouais.
Et donc je trouve ta remarque très pertinente. Ça sert à rien d'aller chercher midi à 14h. On passe à l'action. On prend une feuille de papier, un Excel, un Word tout simple. Exact. On marque combien on gagne. Ça, alors, premier point que je souligne, c'est que ça me choque parfois d'interroger ou de discuter avec des personnes qui ne savent pas combien ils gagnent. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune idée du montant. Ça, c'est la première chose. Et après, beaucoup de personnes font encore l'amalgame entre un revenu brut et un revenu net. Exactement. Alors ça c'est alors bon c'est une erreur qui est assez commune. Après on est passé alors ça dépend aussi de la fonction, si c'est une personne qui est salariée, qui peut avoir son prélèvement à la source, ou si c'est une personne qui est chef d'entreprise ou en libéral indépendante. Donc effectivement là-dessus il y a des normes comptables qui s'appliquent, et là c'est un petit peu plus compliqué, et en plus il y a des revenus qui vont pas être les mêmes d'un mois à l'autre. Alors que dans le cas d'un salariat et d'un prélèvement à la source, là, on peut quand même assez clairement établir son budget avec une vision sur l'année. Bien sûr. Alors, pour les débutants qui nous écoutent, salaire brut, salaire net, le salaire brut, c'est la ligne du haut, tout simplement, sur lequel vient déjà de se défalquer un certain nombre, entre guillemets, de charges. Oui. Donc, voilà, toutes les déductions de l'État notamment et autres. C'est ça s'imputer au salaire. Les impôts, les assurances, la mutuelle. Exactement. Souvent, maintenant, on choisit plutôt en plus l'imposition à la source, donc qui vient se déduire du salaire directement. Et donc, en fait, le brut, la ligne du haut, viennent toutes les déductions. Et à la fin, la dernière ligne, écrit généralement en gros en bas à droite, c'est bien le salaire net, c'est ce qu'on touche réellement dans notre poche. C'est ça, c'est ce qui sera viré sur notre compte. Donc, de toute façon, aucun moyen de se tromper quand on regarde notre appli bancaire. Donc, tu as bien raison. Et donc, du coup, quand on prend ce salaire net, c'est notre base. Qu'est-ce qu'on vient derrière greffer pour avoir une idée sereine du budget? Tu me parlais de charges variables, charges fixes, du coup, tu peux peut-être nous expliquer? Oui, alors déjà pour reprendre sur le revenu, le salaire peut ne pas être la seule source de revenus. Alors bon, ça c'est des personnes peuvent avoir une SCI ou un autre, plusieurs métiers peuvent jongler, peuvent avoir plusieurs sources de revenus. Mais ensuite, oui, faire le point sur les charges. Alors, les charges variables et les charges fixes. Les charges fixes d'abord. Donc, les charges fixes, elles correspondent aux différentes mensualités qu'on va payer chaque mois, qui sont récurrentes. Ce que vont nous prélever les organismes de chauffage, Internet, d'abonnement téléphonique, de loyer ou de crédit immobilier. Je les considère comme des charges fixes. Donc, si on voulait citer les grosses dépenses là, que tout à chacun peut connaître, donc tu me dis l'électricité, gaz, en gros tout ce qui poste d'énergie, et chauffage, production d'eau chaude, etc. Exactement. Le loyer en premier, c'est la première dépense, le loyer ou le crédit immobilier. Ensuite, effectivement, les charges d'énergie, les abonnements à Internet, les abonnements téléphoniques. Éventuellement les factures d'eau qui peuvent être mensualisées dans certains cas. Et tout ce qui est récurrent, en fait, ce qu'on appelle fixe, c'est tout ce qui revient tous les mois au même montant. Tout ce qui revient tous les mois au même montant. Ça marche. Et donc du coup après les variables, par exemple, on n'a pas le même montant qui bouge, qui peuvent être là d'un mois à l'autre ou ne pas l'être, qui peuvent être là tous les mois mais avec des montants différents. Ça peut être quoi, par exemple, en plein de courses? Alors exactement, ça peut être la nourriture. Ça peut être l'école des enfants qui n'est pas la même en fonction de s'il y a des vacances ou pas. Ça peut être les loisirs. Il y a plein de choses qui rentrent en compte dans les charges variables. Il faut aussi prendre en compte les charges ponctuelles, celles qu'on va payer une seule fois par an, et qui vont rentrer dans un budget d'un mois en particulier, mais pas dans les mois des autres. D'accord. Mais pas dans les autres mois. Par exemple, la taxe foncière, la révision annuelle de l'auto. Et donc ça, est-ce que tu ne conseilles pas, enfin moi perso, ce que je fais, c'est que j'ai plutôt tendance à mensualiser ces choses-là. Est-ce que tu n'as pas idée plutôt de prendre ça, de le mensualiser pour que ça rentre dans tes charges fixes, oui. Alors, on peut les mensualiser, on peut les garder annuellement. Le tout, c'est de l'inscrire. Le tout, c'est de l'inscrire, le tout, c'est de le budgéter. Finalement, budgétiser, budgéter, c'est prévoir la dépense pour ne pas être surpris et ne pas avoir recours à un crédit quand t'es sûr. Ouais. Et du coup, je reviens sur les charges variables, on va dire. Comment tu fais pour les poser? Parce que alors, tu peux prendre ton historique. Il y a 3 mois, j'ai fait 300 € de course, puis après, j'en ai fait 350, puis après, voilà.
Tu peux faire une moyenne, tu prends plutôt la charge haute, tu prends un peu de RAM. Comment tu vas les poser, ces charges variables? Alors pour éviter d'être surpris en fin de mois, moi je prends toujours un petit peu plus. Enfin, je budgète toujours un petit peu plus que ce que je suis censé dépenser. D'accord. Euh, C'est-à-dire que et je m'autorise aussi une ligne imprévue parce qu'il y a toujours des imprévus. Ça peut être un enfant qui tombe malade et des frais médicaux. Bien sûr. Qui évite aussi de piocher dans l'épargne. Ça peut être un frigo qui tombe en rade ou un micro-ondes à racheter. Et je dirais aussi prévoir une ligne craquage. Parce que budgéter, une grosse erreur, c'est de penser que budgétiser, c'est se priver, alors que pas du tout. C'est simplement prévoir ses plaisirs. Et prévoir ses plaisirs, c'est important. Et donc, allouer un budget plaisir, allouer un budget restaurant, allouer un budget sortie entre potes, c'est aussi important. Et donc, ça mérite d'avoir une ligne dans ses charges variables. Oui, c'est-à-dire le budget, il ne faut pas du tout faire l'amalgame avec privation. Pas forcément. Chacun a une identité propre, un style de vie. Exact. C'est juste revenir un peu plus en maîtrise de ce qu'on veut faire. Si derrière les restaurants, pour vous, c'est des moments de convivialité hyper importants, il n'y a pas de problème, vous les mettez, on les priorise. Bon, par contre, par rapport à l'aisance ou non financière, il faudra voir les autres postes et réguler. Exactement. Toujours est-il que le but d'établir un budget, ça reste de ne pas vivre au-dessus de ses moyens et donc d'avoir des charges fixes variables en dessous de ses revenus. Alors ouais, moi c'est une équation que je trouve hyper importante, tu fais bien de la citer. Retenez le revenu que vous touchez, les charges ne doivent pas les dépasser, puisque sinon on rentre dans la situation, tu disais, d'emprunt, de consommation à crédit et de cette spirale infernale de manque d'argent. Ouais. Donc il faut vraiment faire en sorte qu'il y a toujours un reste à vivre, si on peut appeler ça. Exactement. Une petite enveloppe de sécurité. D'une part pour les imprévus, parce qu'il y a des plus gros imprévus que d'autres, mais aussi, on le verra peut-être en fin d'épisode, pour commencer à cumuler de l'argent, on va pouvoir faire fructifier et rentrer enfin dans l'investissement, quoi. Voilà. Si on ne fait pas ça, on ne pourra jamais investir. Et c'est ça finalement le but aussi de poser les bases d'un budget, c'est aussi finalement de commencer à épargner et d'investir, puisque gérer l'argent, c'est aussi c'est se faire plaisir, mais aussi prévoir un petit peu le futur. Carrément. Tu avais dit une chose aussi intéressante, tu as évoqué quelques applis. Est-ce que toi, tu as des applis à nous conseiller ou des choses que tu pourrais nous dire Ouais, alors le budget, tu as testé des trucs toi un petit peu ou pas? Il y a 2 applications que j'ai testées, que j'aime bien, qui sont Bankin et Linkso. D'accord. Alors c'est des agrégateurs de comptes bancaires qui peuvent donner une image assez simplifiée de l'ensemble de nos comptes, de notre épargne, de notre patrimoine, de nos placements. C'est très bien fait. Après, je t'avoue que moi, je reste très attaché à la team Excel et Google Sheet, puisque je peux moduler sans avoir à jongler entre plein d'onglets différents. Bien sûr. Je peux moduler comme je veux et tout de suite. Alors moi, j'ai automatisé mes fichiers, mais dès que je bouge une cellule, il y a tout le reste qui se met à jour et c'est formidable. Je pense que ce qui est intéressant à relever, c'est de dire, peu importe après comment vous le faites, l'outil que vous utilisez, juste voilà, aujourd'hui, il y a un panel d'outils, il y a des personnes qui vont être très comme moi parfois. Et moi, il y a certaines choses que je dois poser sur un bout de papier à écrit, j'aime bien raturer, j'aime bien organiser rapidement. Il y en a qui vont être plus habiles sur l'informatique, qui vont aimer. Et sur le smartphone, l'avantage aussi du smartphone, contrairement peut-être à un petit carnet où on les a plus facilement sur soi parfois, et donc on a tout à portée. Bankin, j'avais testé, c'est vrai que c'est plutôt bien fait. Ouais. D'ailleurs, mettez-nous en chat si vous avez une appli favori. Tu me disais donc Banking, c'est IN à la fin sans le G, et la deuxième tu as dit c'était Linkso. Ça s'écrit Linxo. Super. Et voilà, peut-être à comparer aussi, je connais pas bien, j'ai jamais trop utilisé, mais je sais qu'il y a Finari aussi, c'est un gros agrégateur qui va beaucoup plus loin pour les invests, etc. Alors oui, tout à fait. Finari, c'est vraiment très bien. C'est très bien fichu. Il y a différents, il y a une partie gratuite, une partie premium. Les deux sont très bien faites. Vraiment. Ouais. On va utiliser ça, et puis le chat, si vous avez une autre appli, ou en tout cas si vous avez pu tester ces applications, n'hésitez pas à nous donner vos retours, on sera hyper intéressé. Je reviens au budget, donc on a dit le fixe, le variable, donc on a bien saisi pour voir ce qui nous reste à la fin. Quand tu parlais du variable, tu nous disais garder une part de plaisir, une part de matelas de sécurité. Moi, de but en blanc, je me dis, est-ce qu'il y a des proportions finalement? Est-ce qu'il y a des méthodes
pour se dire, c'est bien, ok, par exemple le fixe. C'est bête, mais si je prends un loyer dans un 5 mètres carrés à Cabano, et si je prends un grand studio de 300 mètres carrés sur Paris, j'aurai pas la même charge fixe. Est-ce que Exactement. proportionnellement par rapport à son salaire, il y a un peu des règles comme ça qui nous permettent de nous situer, qu'on n'est pas dans l'abus et... Alors oui, il y a des règles qui existent, mais derrière, elles sont évidemment à adapter. La seule règle qui tient, c'est qu'il y a, il y a 3 volets de dépenses. Il y a, alors on parle souvent de la règle des 50-30-20, par Ouais, exemple. c'est vrai que je l'ai pas mal vu. Alors, en règle Des 50-30-20, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc, le total, ça fait 100. On parle en pourcentage. 50% de tes charges doivent être allouées à tes besoins. 30% de tes charges fixes, donc, exactement. 30% de tes charges doivent être allouées à tes plaisirs et 20% de tes dépenses ou de charges doivent être allouées à l'épargne et à l'investissement. Par contre, comme tu l'as bien dit, en fait, ça va dépendre de la situation de chacun. C'est-à-dire qu'une personne seule avec 3 enfants et qui vit à Paris, évidemment, le 50-30-20 va pas pouvoir s'appliquer puisque le loyer parisien est beaucoup trop élevé par rapport à un revenu moyen. Donc, c'est à adapter 70, Et à la fois, tu as 70-20-10. notamment le loyer, des charges un peu plus élevées. Donc peut-être que aussi on va Voilà, exactement. aussi un moment. Le vrai but, ce qu'il faut comprendre par cette règle, c'est surtout que tous les mois, il faut prévoir de quoi se faire plaisir, mais tous les mois, il faut prévoir aussi de quoi épargner et investir. Et ne jamais attendre, en fait, D'accord. pour faire ça. Ça doit être fait chaque mois, dès le jour de paye. Qu'est-ce qu'on fait? On se paye d'abord. C'est-à-dire, quand je dis on se paye d'abord, c'est qu'on épargne et on place notre argent dans des véhicules d'investissement dès qu'on reçoit notre salaire, peu importe que ce soit 10, 20, 30 euros. Euh, et, et encore une fois, cette règle de 50-30-20, elle doit être aussi modulée parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. C'est-à-dire que si moi, mon objectif, c'est la liberté financière, bah, je vais être capable de sacrifier des plaisirs au profit de mon épargne et de mes investissements pour pouvoir devenir libre financièrement beaucoup plus tôt. Et On retrouve ça un petit peu dans la méthode FIRE. ouais, Effectivement, il y a les lean, les fat FIRE, etc. Et selon son niveau d'acharnement et d'engouement pour investir, il y en a qui sont hyper hardcore, qui vont pas faire une sortie, qui vont vraiment être dans la privation au max pour être libre beaucoup plus tôt. Et il y en a aussi ce qu'ils appellent des fat FIRE, qui ont des objectifs d'indépendance financière beaucoup plus hautes. Je dis une bêtise, au lieu de vivre pour 3 000 euros, ils veulent du 20 000 euros pour vivre par mois. Donc, tu as raison, ça dépend complètement de la personne. Après, la méthode 50-30-20, je pense qu'elle a quand même des vertus. Typiquement, c'est de se resituer un peu peut-être sur les charges fixes. Si tu as des charges fixes qui font déjà 80% de ton salaire, bon, tu dis qu'il te reste plus grand-chose pour le variable et les imprévus, et encore moins pour le plaisir et l'investissement. Donc, et ça, c'est des choix de vie qui sont hyper importants. Parfois, on est peut-être un peu gourmand, notamment sur le cadre de vie, donc le loyer. Voilà, chacun y trouve son compte. Encore une fois, il n'y a pas du tout de jugement. Néanmoins, peut-être que si à un moment on se dit le loyer il prend 60% à lui tout seul sans les autres charges fixes, peut-être qu'on a tapé un peu haut dans le loyer. Et parfois, et j'ai écouté des épisodes où je trouvais des décisions très intelligentes, les personnes ont décidé de revendre leur habitation, solder leur crédit, prendre beaucoup plus petit. Ils se sont rendus compte que pour autant, ils étaient tout autant très heureux. courageux de faire ça. Et du coup, ils récupèrent toute une partie pour faire plein d'autres choses, quoi. Alors, c'est hyper important ce que tu viens de dire, je te remercie, parce que là, on tombe dans ce qui est considéré comme l'erreur la plus fréquente qu'on constate en France, en tout cas l'erreur budgétaire, qui s'appelle l'inflation du niveau de vie, c'est-à-dire que dès que les personnes vont commencer à gagner bien leur vie, ou avoir une augmentation de salaire ou une prime, tout de suite, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont chercher à améliorer leur train de vie en dépensant plus. Une nouvelle voiture, un appart ou une maison beaucoup plus grande, à crédit bien sûr. Et ce qui fait qu'en fait, ils vont entrer dans une sorte de prison, c'est-à-dire qu'ils vont être dépendants des charges d'appartement, des nouvelles charges de la nouvelle assurance auto, du crédit auto par exemple, du nouveau loyer ou du nouveau crédit immobilier qu'ils vont contracter. Et effectivement, comme tu dis, ce qui devait être les 50% de charges de besoin vont se transformer en 70-80%. Et ils vont être finalement enfermés dans une sorte de prison dont ils pourront très difficilement sortir. D'accord. Ils vont moins se faire plaisir, ils vont moins épargner,
Et au moindre imprévu, ils seront beaucoup plus enclins à faire des crédits parce qu'ils n'auront pas assez de côté. Une grosse erreur à ne pas faire. Oui. Vous avez demain un niveau de vie qui évolue parce que vous avez une augmentation salariale, vous avez un business qui se développe, vous avez touché un héritage ou gagné au loto, peu importe. C'est l'erreur à pas faire puisqu'en fait, du coup, le surplus qu'on pourrait avoir pour investir et avoir une vie meilleure demain, faire fructifier, du coup, on le sape dans une dépense. Et comme tu dis, j'avais pas pensé, mais donc du coup, souvent, on veut se faire une belle dépense pour se féliciter, pour se faire plaisir. Mais du coup, on se remet de la charge fixe en même temps parce que une voiture, on va payer peut-être une partie, mais on va pas payer cash. On va repayer tous les mois avec ce qu'on gagne en plus. Donc, parfois, on s'alourdit encore la besace, donc à ne surtout pas reproduire. Absolument éviter. Ça marche. Autre question aussi, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, tu as pas mal fait dans le marketing, etc. Moi, je trouve que c'est un vrai sujet à part entière. On est souvent amené en fait à dépenser. Alors moi, je suis pas forcément dépensier, mais je peux être acheteur compulsif dans pas mal de cas. Tu mets dans une librairie, je vais toujours ressortir avec des bouquins, c'est horrible. Alors que j'ai un backlog de 50 livres déjà à la maison. J'ai acheté une BD et je repars avec 300 € de bouquin. C'est le problème. Après, voilà. C'est quand on est amoureux de la lecture, c'est difficile de lutter. Toujours été que, est-ce que toi, tu as des conseils à nous donner comme pour ça, des petits tips, justement pour éviter ce côté achat impulsif et choses qu'on pourrait regretter? Alors, bon, déjà, moi, je veux déculpabiliser les auditeurs qui nous écoutent parce que le marketing, il est super bien fait, il est de mieux en mieux fait. Et les entreprises usent de plein de techniques, de stratagèmes et d'études neuroscientifiques pour adresser un message directement à des parties de notre cerveau archaïques. C'est-à-dire qu'on a des réflexes archaïques et on va, si on reçoit un message, si on nous adresse une couleur, un son, une image en particulier, ça va déclencher un comportement de notre côté, ça va déclencher une action. Et ça, c'est très, très, très difficile à contrôler. Zone de réconfort, enfance, nostalgie, des choses comme ça. Exactement. Et ça date, c'est des choses qui ont commencé à se développer du temps des chasseurs-cueilleurs. Donc aujourd'hui, lutter contre un cerveau de plusieurs dizaines, centaines de milliers d'années, est-ce que c'est possible? Pas vraiment. Alors, ce qu'il faut, c'est déjà le savoir. Une fois qu'on le sait, c'est important, c'est toujours très intéressant. Et puis, ça peut aider aussi à se maîtriser. Confiance pleine de ce défaut et ce travers déjà. Exactement. Oui. Et ensuite, oui, alors il existe des astuces pour aider à s'en défaire. Moi, j'aime bien utiliser la technique des 48 ou 72 heures, c'est-à-dire que plutôt que de dépenser, plutôt que d'acheter une fringue de manière compulsive, essayer de se dire, ok, je vais attendre 48 à 72 heures. Si c'est vraiment un besoin, si j'en ai vraiment envie après ça, oui, ok, je pourrais l'acheter. Voire, je pourrais essayer de la payer moins cher en essayant de chercher le même produit sur Le Bon Coin ou Vinted. Une autre astuce, Je te coupe, cette méthode-là, je l'approuve à 3000%. c'est vrai. Parce que moi, je l'ai testé et c'est vraiment un game changer. Ah oui. On parlait de la librairie. Alors déjà, effectivement, si tu sais que ce mois-ci, t'es un peu short, etc., pas rentrer dans la librairie. Déjà, on enlève la cause peut-être. Ça peut être un élément. Et pour reparler de ça, de ces 48-72 heures, automatiquement, moi, quand je désire un objet que je souhaite acheter, je la laisse dans mon panier le plus longtemps possible. Notamment pour les livres où c'est un achat plaisir. Ouais. Et en fait, donc, par exemple, moi je commande beaucoup sur des sites internet des bouquins aussi. Et donc je les mets non pas sur un panier, mais plutôt sur une liste d'envie. Et en fait, je me force à attendre au moins une semaine. Et je m'aperçois qu'une semaine après, je suis peut-être sur un autre sujet. Et donc le bouquin que je souhaitais absolument, il est passé en arrière-plan en fait. Ouais. Et du coup, je me suis évité une dépense. Alors, ça veut pas dire que je l'achèterai jamais, mais peut-être que je l'achète 6 mois, 1 an, 2 ans après. Et donc j'ai reculé une dépense qui m'aurait pas servi dans l'immédiat. Donc c'est hyper pragmatique comme tips et ça peut servir pour les avis, pour plein de choses. C'est sur le coup on a une envie, ok on la met. Si dans quelques jours j'en ai encore envie, c'est que c'est un désir qui dure et qui est important. Et moi je le relis, c'est une deuxième astuce. Plus l'achat est important, plus je le fais durer. Parce que je me dis c'est encore un plus gros, donc c'est une réflexion plus importante. Si dans 3, 4 ans, 10 ans j'en ai encore envie, voilà. Et en plus de ça, l'acte d'achat sera d'autant plus savoureux et je trouve... Exactement. Et en fait, le plaisir qu'on ressent, il commence
à partir du moment où on se projette, par exemple en portant ce nouvel habit ou en achetant ce nouvel objet, etc. C'est clair. Donc, c'est à ce moment-là déjà qu'on reçoit du plaisir. Derrière, bon, bah, le pic de dopamine, il se fait directement au moment de l'achat. Mais derrière, il y a une sorte de grosse redescente dès qu'on a obtenu ce qu'on voulait. Super. Tu allais nous donner une deuxième technique, je t'ai coupé, est-ce que tu l'as gardé en tête ou... Oui, bien sûr. Super. L'autre technique qui est pas mal, c'est... Alors, il faut savoir que quand on commence à investir, il y a des... alors, historiquement, par exemple, la bourse fait 7% permet d'obtenir 7% de rendement annuel sur nos placements. Donc, ça veut dire que si je mets 100 € aujourd'hui en bourse et que j'attends 10 ans avec un principe d'intérêt cumulé, dans 10 ans, mon capital a doublé. Donc, j'ai 200 € en bourse. Et dans 20 ans, il a quadruplé. Donc, si je dépense 100 € aujourd'hui, la technique, c'est de se dire, OK, bah, j'appauvris mon futur moi de 10 ans de 200 € et j'appauvris mon futur moi de 20 ans de 400 €. Et est-ce que je veux avoir 200 € dans ma poche dans 10 ans? La réponse est oui. Est-ce que je veux avoir 400 € dans 20 ans? La réponse est oui. Alors, ce qui est compliqué, c'est de réussir à se projeter parce que c'est une longue période de temps. Mais en tout cas, pour moi, ça marche. Ah, c'est une bonne astuce, mais en fait, c'est pas mal parce que ça permet de te dire de bien prendre la mesure de ton investissement. Exactement. On va dire, ouais, allez, 20 balles, 50 balles, pas grave. Non, mais en fait, 20 balles, comme tu dis, c'est 40 dans 10 ans. Et petit à petit, bah, ça fait un bon pécule, quoi. Exactement. Bah, si on prend le cumul de tous nos craquages et qu'on fait le point, bah tiens, si j'avais pas acheté ça, mais si je les avais placés en bourse, par exemple, on peut se rendre compte qu'en fait, on serait tous à la tête d'une petite fortune aujourd'hui. Donc voilà, et ça, c'est un autre, c'est un autre déclic que j'ai eu. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, j'ai tout de suite fait le point sur toutes les dépenses que j'avais faites, complètement inutiles, les fringues, les gadgets, etc. Je me suis dit, mais merde, je serais à la tête d'un empire si j'avais pas fait toutes ces bêtises quand j'étais plus jeune. Ah, c'est vrai que d'où l'importance de faire son budget, d'ouvrir son application bancaire, ses comptes, c'est de Toujours. lister toutes ces dépenses variables. Donc, on l'a évoqué déjà, le côté achat compulsif qu'on peut peut-être pas éliminer, mais en tout cas amoindrir et qu'on peut maîtriser. Après, il y a un deuxième gros poste, je pense qu'on peut retravailler assez facilement, dont on n'a pas parlé, c'est tout ce qui est abonnement. Oui, alors, tout à fait. Bon, alors les abonnements, ce sujet-là. Ouais, en fait, gros sujet classique et en même temps sujet qui est facile à. Enfin, c'est facile de mettre fin vraiment à des abonnements inutiles. C'est-à-dire qu'il faut juste faire le point sur tous les petits abonnements qu'on a sur téléphone et sur ordinateur, parce que parfois c'est pas les mêmes. Il y a des abonnements qu'on va avoir passés de manière différente. Certains abonnements vont passer sur notre facture téléphonique. Donc il faut bien faire gaffe à ça. Et essayer, alors faire en sorte, par exemple, pour les abonnements à des chaînes de streaming, à ne pas les chevaucher. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on regarde une série sur Netflix, est-ce que ça vaut le coup de rester abonné à Disney+, à Canal, c'est clair, à Prime, etc. La réponse est non. Autant switcher, etc. Tu peux te désabonner très facilement, te réabonner 1 ou 2 mois après, et ça complètement. ton compte existe toujours. Maintenant, c'est sans engagement, donc oui. T'as totalement raison. Si tu tapes, je sais pas comment la série, mais Lost ou voilà sur 2 mois, que tu sais en plus que tu regardes qu'un petit peu tous les soirs que ça va te durer. Exactement. Tous les autres, ton compte il existe toujours et tu peux réactiver en fait tes comptes derrière le jour où tu re-switches de plateforme. Exactement. Mais c'est vrai que notamment quand on a des enfants, moi je me revois un moment où j'avais Netflix, j'avais HBO Max, j'avais Disney. Enfin, je cumulais un peu comme ça, mais je me suis dit en fait c'est inutile. Soit je les fais regarder Disney, ce que je veux qu'ils disent après les classes CP, etc. Soit eux ils préfèrent Netflix, mais on cumule tout pour rien en fait. Voilà. Pas tout en même temps. Exactement. Et donc ça peut être facile, 20 € d'économie par mois, et donc sur l'année, c'est 250 €. Donc ne pas prendre à la légère, et puis voilà, et essayer de se dire bah, combien je peux économiser. Alors par mois, c'est des miettes, mais sur l'année, bah, finalement, ça paye quand même pas mal de choses. Alors tu disais que c'est facile, mais moi je trouve que, comme on l'évoquait en intro, c'est hyper important, via son budget, de regarder ça en même temps. Ah. Moi pour le coup, je suis typiquement le pigeon.
Parce que c'est vrai que pour tester, etc., je vais facilement m'abonner. Et il s'est bien fait parce que souvent, tu as les premières semaines, le premier mois gratos. Ouais, Donc là, dans mon travail, tu t'abonnes à Canva, tu t'abonnes à LinkedIn, tu t'abonnes à plein de trucs, 10 abonnements. Et effectivement, là où ça peut être un peu plus embêtant, c'est que des fois, tu t'abonnes via PayPal, des fois, tu t'abonnes via Google Pay. Tu as différentes méthodologies de paiement qui sont finalement rattachées toutes à ton compte principal, ouais, peu importe. ouais, Mais du coup, il faut aller prendre le temps. Et c'est vrai que, encore une fois, le marketing est bien fait parce que tu t'abonnes facilement, tu oublies la dépense. Faut penser à se la remémorer, aller la rechercher et retrouver l'endroit pour la couper. Donc, faut bien se forcer à faire ce travail quand même régulièrement pendant le exactement. budget. Et parfois, quand on s'est abonné via une application, on peut pas se désabonner via l'application, mais il faut aller sur le site internet pour se désabonner. Donc bon voilà, il y a des techniques aussi qui Donc, des qui mettent de la friction la à ce niveau-là. résiliation, ouais, c'est pas évident. Exactement. Et une autre astuce par rapport aux abonnements avant que j'oublie, et que peuvent faire nos auditeurs dès ce soir ou dès aujourd'hui, c'est d'essayer de voir quels sont les abonnements qui peuvent passer en annuel. Je te prends l'exemple de Spotify par exemple. Un abonnement Spotify, je ne sais plus combien ça coûte, peut-être 17 euros ou 13 euros. Et si on paye annuellement, on économise 2 mois d'abonnement. Donc c'est toujours bon aussi si on pense qu'on va utiliser Spotify pendant longtemps. Donc, bien réfléchir avant l'utilisation. Encore une fois, un peu finalement comme l'achat, repousser l'achat. Peut-être repousser l'abonnement, on va se dire, mais en fait, au quotidien, c'est pas du one shot et je l'utilise tous les jours. Tous les jours, j'ai un handicap qui fait que j'ai besoin de cet abonnement. Et si derrière utiliser, tu as totalement raison. Si on sait que ça va être une charge fixe, comme pour les charges récurrentes, Voilà, le mettre à l'annualisation qui permet de gratter un peu sur le prix. absolument. Alors, je les ai plus en tête, mais je crois qu'il existe aussi pas mal d'applications pour les abonnements, justement, pour d'une part voir tous les abonnements qu'on a, ceux dont on pourrait se passer. Et aussi, après, ils proposent des comparateurs, par exemple, sur les énergies. Ça te remet en lien avec des comparateurs d'énergie pour essayer aussi d'aller chercher. Peut-être qu'on peut pas enlever l'abonnement, mais peut-être qu'on peut le trouver moins cher. Ah oui, alors ça, bon, au niveau des comparateurs, oui. Pour l'énergie, pour le forfait Internet, pour le téléphone, pour tout ça, oui, aller régulièrement sur des comparateurs, ça permet de pouvoir essayer de trouver moins cher ailleurs, sachant que maintenant, il y a beaucoup d'offres qui sont sans engagement. Et d'ailleurs, il y a un gros hack aussi par rapport à l'assurance de la résidence principale. Alors là, je m'adresse à tous les auditeurs qui sont propriétaires, mais c'est possible d'économiser plusieurs centaines d'euros par an sur l'assurance emprunteur. Alors, peu de gens le savent, mais généralement, la banque... J'en profite, même spontanément, moi j'ai gagné sur 20 ans 38 000 euros. Voilà, ouais, non mais... Donc ça parle. Donc c'est énorme, c'est énorme. Et puis ça prend que quelques minutes. Et donc comment on fait, c'est quoi la loi, c'est la loi Lemoine, je crois, Ouais. qui permet ça. Donc tu peux changer sous les 1 an, je crois, ou 2 ans, je sais plus. Tu as 2 ans pour changer une fois que tu as conclu ton... Alors c'est à chaque anniversaire de crédit. Ok. C'est-à-dire que quand on contracte un crédit immobilier auprès de sa banque, la banque va vendre son assurance. Généralement, elle est plus chère et que les autres Parce que assurances. déjà, tu galères à avoir ton crédit, tu es content que... Bon voilà, surtout en ce moment. Donc voilà, et je l'accepte et je déconseille d'ailleurs de commencer à négocier ça dès le départ. Euh, et au premier anniversaire du crédit immobilier, ou deuxième, troisième, bref, on peut aller sur un comparateur, il y en a plein en ligne, ou passer par un courtier en assurance et essayer de trouver une assurance. Parfois c'est 2 fois moins cher, parfois c'est 3 fois moins cher, tout en ayant les mêmes protections, les mêmes garanties. Et en plus, la merveille avec tout ça, c'est que c'est le nouvel organisme assureur qui va s'occuper de résilier auprès de votre banque l'assurance actuelle. Donc il n'y a plus rien à faire. Ouais. Et pour l'avoir fait, effectivement, je peux témoigner, c'est très simple. Forcément, le nouvel organisme a tout intérêt que ça soit facilitant. Et donc, à partir du moment où tu as signé le contrat, où tu es d'accord avec eux sur le montant, etc., donc il y a plein de sites qui le permettent. Après, ils vont s'occuper de tout de A à Z. Voilà, il faut réfléchir dans une stratégie globale parce que parfois, il faut savoir faire plaisir à sa banque. S'il n'y a pas de trop gros écarts, qu'on veut refaire des crédits derrière pour investir, Ouais. notamment IMO, peut-être pas changer tout le temps. Mais en tout cas, par exemple, pour la résidence principale, moi, c'était mon cas, il y a des énormes écarts. Et donc là, par contre, ça peut valoir forcément le coup. C'est ça. Et du coup, chaque mois, ça permet d'économiser. Alors, dans mon cas, c'est 66 euros d'économie par mois. C'est pas rien. Hein. Ça va très, très vite. Ouais. Très, très bon tips. Merci, Pierre, par rapport à ça. Tu l'as peut-être cité tout à l'heure, mais j'ai envie de revenir quand même dessus. On va se faire plaisir. Selon toi,
Quelle est la plus grosse erreur de dépense budgétaire qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu constates, toi, auprès de tes clients? Alors effectivement, j'ai parlé de la grosse erreur de l'inflation du niveau de vie qui est de dépenser plus dès qu'on commence à gagner plus. Ça, c'est la grosse erreur qui est connue. Moi, j'ai envie de parler d'une autre erreur, alors, en dehors de ne pas faire de budget, qui est celle de ne pas avoir d'objectif de vie et de projet. C'est-à-dire que quand je demande autour de moi aux personnes que je coach quels sont tes projets à 3 ans, 10 ans, 20 ans, quels sont tes objectifs de vie, généralement, elles me regardent avec des gros yeux et parce qu'elles se sont jamais posé la question. Et pour moi, l'argent doit servir à quelque chose, parce que devenir riche pour devenir riche, ça sert finalement pas à grand-chose. Oui. Il faut que l'argent serve, c'est un outil pour réaliser des projets. Et, et si on a un flou, si on a un manque de clarté au niveau de ses propres objectifs de vie et de ses propres projets, bah, notre trajectoire financière va suivre ce flou et on va dépenser un peu notre argent n'importe comment. Tandis que si on a un projet daté, chiffré, même si c'est de l'à peu près, on va donner une mission à notre argent et on sera tout de suite euh, beaucoup plus attentionné avec. Ouais, j'adore cette façon de voir parce qu'elle est pas facile à comprendre comme ça Non, à chaud quand on a la tête dans le guidon. On en a parlé, je sais pas à quel moment passeront les épisodes, mais j'en ai parlé avec Rémi Delabarre lors de son interview, le champion de France de musculation 2025, par rapport aux objectifs. Si ton objectif il est clair, déjà tu sais où tu vas. Donc imaginons, bah, je veux économiser pour avoir 300 € afin d'investir dans l'immobilier. Ça peut être ça. Et surtout, tu le fais, mais pourquoi? Bah parce que demain, je veux avoir ce bien immobilier pour avoir une source de revenus complémentaire et être plus serein dans mes dépenses. Je veux, pour avoir une résidence secondaire, passer de ma retraite au soleil, etc., etc. Et en fait, à partir du moment où tu as cet objectif, s'il est assez fort, il t'aidera à aller au-dessus des dépenses complètement. moins importantes. Si tu ne l'as pas fait, bah, plus facilement, tes dépenses compulsives, etc., vont passer avant. Logique. Si tu fais un achat, j'achète mon manteau, voilà, bah, ça veut dire que ton objectif, pour moi, il n'est pas assez fort. C'est que tu ne le désires pas assez, Exactement. tu ne l'as pas assez posé pour qu'une dépense comme ça, compulsive, vienne le détruire. Absolument. Et c'est pour ça que j'invite vraiment tout le monde à prendre le temps. Alors, c'est pas facile parce que bah, entre le travail, entre toute la charge mentale à la maison, la cuisine, les enfants, etc. Et les transports, c'est compliqué de prendre le temps. C'est compliqué de même de se poser la question de savoir bah, de, enfin, de penser à se poser. Bah, c'est un vrai travail d'introspection, hein, parce que Ouais, des fois, pour l'avoir fait une ou deux fois, tu pars assez loin dans la réflexion de dire c'est quoi mon but de vie finalement? Quand ma vie elle va s'arrêter, je veux me retourner et me dire Exactement. ok, qu'est-ce que j'en ai fait, pourquoi je l'ai fait Et donc, voilà, et la meilleure manière de le faire, c'est essayer, par exemple, d'écrire sa vie idéale, même si c'est fou. Alors, bon, moi, j'aurais rêvé d'être footballeur. Maintenant, j'ai 37 ans. Bon, je veux dire, j'ai des jambes en carton, c'est pas possible. Bon, faut que ce soit quand même un minimum réalisable. Mais quand je me lève le matin, où est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelle est ma journée idéale? Avec euh, qui enfin, avec qui j'ai envie de passer mes journées? Euh, Bien sûr. et tout ça, c'est hyper important. Parce que ça permet de mettre des mots sur ce qu'on aime, sur ce qui compte vraiment pour nous. Et ça, c'est une sorte de direction, de trajectoire qui peut nous aider à prendre des bonnes décisions personnelles et financières. Donc là, on dépasse le cadre du budget, mais pour moi, c'est vraiment beaucoup plus important que tout le reste. Ouais, je suis d'accord. Et puis faites l'exercice, le chat, c'est hyper intéressant. Peut-être on peut revenir sur les méthodes. On parlait un petit peu donc les méthodologies, le PowerPoint, etc. Je parlais en off aussi, il y a la méthode des enveloppes. Alors, un peu plus désuet, mais il y a peut-être un public que ça intéresse. Tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, ces enveloppes La méthode des enveloppes. Alors bon, il y a deux styles de méthode d'enveloppe. Il y a les enveloppes un peu numériques, virtuelles, D'accord. qui peuvent consister à avoir plusieurs comptes, un spécifique compte commun, un spécifique compte pour les voyages, un Ça spécifique, pas mal etc. d'agents bancaires d'ailleurs qui permettent de faire des enveloppes dans son compte, Voilà. etc., je crois. Et il y a, alors là, bon, c'est la méthode à l'ancienne, c'est vraiment prendre un cahier avec des pochettes plastiques comme à l'école et puis d'insérer des billets pour les enveloppes mensuelles, d'épargne, etc. Euh, alors,
Moi, la méthode des enveloppes, j'aime pas trop. Mhm. Euh, je la trouve assez rigide parce que j'aime bien pouvoir moduler les choses. C'est-à-dire qu'il y a un mois où je vais avoir envie de mettre plus euh, dans tel loisir ou investir un peu plus là-dedans et du coup, je vais un peu plus moduler. Mhm. Euh, et ouais, je suis définitivement pas fan de Le support, je peux comprendre. Après, moi, je trouvais intéressant d'en parler parce qu'il y a des gens, ça permet d'avoir un outil un peu plus ludique, un peu plus sympa. Mm. Alors, ça va à l'encontre de ce qu'on disait, où la carte bancaire, la digitalisation, ça te force à avoir ton cash, de sortir tout ton salaire en cash et de distribuer. Donc, c'est peut-être la grosse contrainte. Néanmoins, voilà, le support, le côté un peu réconfort de l'outil est sympa. Et un truc, pourquoi je voulais en parler aussi, moi, je trouve ça intéressant. Je me posais la question, pourquoi pas pour mes enfants? Je trouve pour le côté enfant, d'avoir le petit cahier, Ah, les enveloppes, ça peut être sympa à télescoper. alors ça peut être sympa. Euh, alors moi, je me dis que nos enfants, ils vont grandir dans un monde qui est vraiment totalement numérique. Et que autant ça peut être intéressant de leur faire manipuler des billets, des pièces, euh, autant est-ce que c'est la manière de leur apprendre à se servir de l'argent pour le futur. Là-dessus, j'ai mis un doute. Moi, je préfère vraiment euh, parler à ma fille de la valeur de l'argent, de la valeur des choses, mais autrement que par l'utilisation de billets ou de pièces. Ouais. Ah, je comprends, ouais, tu as raison. On a peut-être travaillé plus en amont déjà sur certain nombre de notions, expliquer les choses. Après, moi, c'est vrai qu'il y a aussi le côté maths, comptabilité que j'aime bien dans le cash. Et moi, tu vois, c'est une question que je me pose régulièrement avec mon fils, le plus grand, bien sûr, puisqu'il a aujourd'hui 6 ans. Oui, et il me parle énormément d'argent. C'est papa, alors forcément, déjà les achats, hein, c'est un racket permanent dans les magasins. Donc, on parlait d'achat compulsif, il faut réussir à lutter et être fort par rapport à ça. Mais en plus de ça, bah, c'est vrai que maintenant, il veut s'acheter de lui-même ses choses. Pour ça, il veut de l'argent. Donc c'est au début, c'est tu me donnes, tu me donnes, tu donnes. Non. Après, il a compris que potentiellement, sur service rendu, comme la pelouse et tout, ça peut se monnayer. Bon, moi, j'aime pas trop là-dessus parce qu'il doit aussi contribuer aux tâches de la maison sans être rémunéré. Et du coup, je me pose la question, peut-être demain mettre en place un argent de poche pour Oui. qu'il soit conscient encore plus d'avoir un argent et comment le gérer. Toi, c'est quoi ton estimation? Est-ce qu'à 6 ans, tu peux y aller ou est-ce que c'est trop tôt d'après toi? Euh, alors, de ce que je comprends, ton fils te parle beaucoup d'argent. Ouais, À partir du moment où c'est lui qui t'en parle, c'est pas trop tôt. d'accord. Bien au contraire. Alors, mon père est psychologue et du coup, j'ai quelques notions de psychologie. Et quand un enfant nous pose une question, nous parle de choses comme de l'argent ou de sujets un peu plus délicats comme la mort, etc., c'est considéré comme étant une violence de ne pas leur répondre. Ils sont suffisamment grands pour comprendre beaucoup de concepts. Et c'est-à-dire qu'il y a Et beaucoup de donc, parents qui font l'erreur de dire c'est de l'argent, ça te regarde pas, exactement. et de complètement occulter le sujet avec Mais eux. non, 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 donner des responsabilités à l'enfant, c'est hyper important. En tout cas, je pense. Et par rapport à l'argent, si le but c'est d'éduquer financièrement nos enfants, je pense qu'il faut à tout prix leur en parler déjà. Et ensuite, ouais, pourquoi pas mettre en place de l'argent de poche. Alors moi, je suis pas fan du système de punition-récompense, mais l'argent de poche devrait être mis en place, peu importe l'âge, mais sans moyen de contribution de l'enfant. C'est vrai, je pense que enfin, moi, en tout cas, je suis dans la même optique que toi. C'est dire les contributions du quotidien, mettre la table, débarrasser de la vaisselle, Ouais, font partie en fait des obligations et des devoirs de citoyens dans la maison. exactement. Et par contre, l'argent de poche, quoi qu'il arrive, il l'a. Et après, ça lui apprend la méthode, etc. Exactement. Et après, à nous de savoir leur expliquer que bah, il peut le dépenser, oui, dans quelque chose qui lui plaît. Il peut le dépenser dans quelque chose qui lui plaît neuf ou trouver moins cher sur Internet, la même chose. Ça lui permet d'économiser un petit peu d'argent. Donc, lui apprendre le principe de l'économie. Et il peut y avoir aussi un système de tirelire que moi, je compte mettre en place avec ma fille. Alors, elle a 4 ans et demi, donc j'attends un petit peu avant. Mais une tirelire dans laquelle, si elle dépose 10 euros par exemple, elle obtient 1 euro supplémentaire par mois pour lui montrer
le principe de l'investissement. Et la boule de neige, quoi. Exactement. Et tout ça, en fait, elle va comprendre au fur et à mesure que l'argent, ça peut être dépensé, ou ça peut être investi, ou ça peut être épargné pour s'acheter quelque chose de plus grand, de plus beau. C'est hyper important de pouvoir leur expliquer les différentes missions de l'argent. Tout à fait. Et donc, je parlais du petit carnet enveloppe, bon, qui peut être sympa, mais j'ai mon meilleur ami qui, lui, a un petit porte-monnaie électronique. Alors, j'ai perdu le nom, je l'ai vu sur les réseaux il n'y a pas longtemps, mais ça te fait un espèce de petit rectangle que tu peux customiser avec des pochettes, bonhomme, petit panda, petit machin. On mettra peut-être le nom en commentaire. Mais voilà, si vous êtes plus digital et plus tech que moi avec mes enveloppes, sachez que c'est aussi une solution qui revient finalement au même. Ça marche, j'ai parlé des enfants. Un truc, alors ça pourrait faire un sujet totalement à part entière aussi, on pourrait consacrer un épisode entier, mais qu'est-ce qu'on peut dire avec, dans le couple finalement, avec conjoint-conjointe, sur le budget, et voilà, est-ce qu'il y a des grands principes à connaître? Alors, pas simple, hein, je t'ai jeté une patate chaude comme ça, excuse-moi, mais... Non, en fait, alors pas simple. Moi, j'aimerais beaucoup donner de tips activables là dès aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent. La première chose, je dirais que c'est déjà communiquer, savoir parler d'argent ensemble, parce que un couple, c'est une équipe qui doit aller dans la même direction. Et puis, comme au sport, finalement, il y a des objectifs qui sont communs. On va se faire des passes, etc. Et donc, il faut pas, il faut que la communication soit vraiment hyper importante à ce niveau-là. Donc, j'invite vraiment les gens à se poser des questions financières. Ou qu'est-ce que tu veux faire demain si on a 10 000 euros qui nous tombent dessus? Comment tu nous vois dans 10, 20 ans? C'est quoi tes projets financiers? Est-ce que tu en as que je connais pas d'ailleurs? C'est quoi pour toi une dépense inutile? Est-ce que tu m'en veux de dépenser dans quelque chose, etc. Tout ça doit se faire évidemment sans jugement. Donc la première chose, la communication, et je dirais que ensuite, oui, un partage équitable de l'apport dans le couple en termes financiers, c'est-à-dire que on a souvent tendance à dire que faire 50-50, c'est de l'égalité, sauf que tout le monde n'a pas le même revenu, hommes et femmes. Tout le monde n'a pas les mêmes charges personnelles non plus. Et donc, voilà, trouver un juste milieu, le tout étant de trouver un accord commun qui soit sans tension, sans conflit. C'est très, très vrai tout ce que tu dis, et je suis en lien. Je trouve que comme on évoquait avec la relation avec les enfants, la relation dans le couple, la base c'est de pouvoir communiquer et ne pas avoir ce sujet tabou. Ouais. Donc c'est hyper important. Après, on a le droit d'être en désaccord, de pas forcément être aligné. Le tout, Bien c'est sûr. d'en discuter. Hyper important. Il y a pas mal d'auteurs et d'ouvrages sur le sujet. Moi, j'en avais lu un, j'ai plus le titre, mais l'auteur, c'est Titu Lecoq. Je pourrais vous mettre le lien en commentaire aussi si vous voulez. Et ça a changé un petit peu mon regard aussi. C'est vrai que sur le couple, on peut avoir tendance à se dire c'est 50-50, etc. En fait, non, c'est beaucoup plus large que ça. Déjà, on peut... alors, chacun fait sa vision de la chose, mais Voilà. on peut discuter du fait que la femme, sur une période notamment de maternité, même si la paternité a évolué depuis, mais il y a quand même une forte période de maternité où la femme met sa carrière en suspens et à la maison ne va pas avoir de revenus fixes. Donc, on est plus dans un lien de partage. Et également... c'est aussi une véracité. Et il y a des disproportions de salaire entre hommes et femmes. Donc souvent la femme est défavorisée pour des dépenses, si on fait moite-moite, qui vont être proportionnelles. Donc un salaire moins élevé, moins important, elle va avoir les mêmes charges de l'homme. Et donc forcément son reste à vivre, s'il n'est pas commun et séparé, il va être beaucoup moins important et elle va être beaucoup plus en difficulté que l'homme. Absolument. Et en fait, alors là, on touche un sujet. Alors, j'arrive à la théorie des pots de yaourt, qui est une vraie théorie. En story Insta, allez la voir si vous voulez, elle est très sympa. En fait, c'est-à-dire que la disproportion entre la femme et l'homme, où l'homme va beaucoup plus apporter dans pour
le paiement des crédits, pour le paiement des grosses choses matérielles, etc. Finalement, la femme va beaucoup plus s'occuper du quotidien. Alors, c'est de moins en moins vrai, mais ça existe encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Habiller les enfants, par exemple. Typiquement, Exactement. Tu as connaît les pointures. Voilà. Et finalement, dans le temps, ça creuse. Il y a un écart de richesse qui se fait, c'est-à-dire que l'homme, avec son salaire plus élevé et avec une épargne et plus d'investissement mensuel, au bout d'un certain temps, il va se retrouver avec un patrimoine qui est très important, quand la femme, elle se sera tellement occupée du quotidien, qui devrait être partagé aussi par l'homme, que finalement, elle repartira avec rien en cas de séparation, avec des pots de yaourt vidés. D'où c'est la théorie des pots de yaourt. Mais ça existe encore. Alors, dit comme ça peut paraître un petit peu caricaturé, mais il faut pas croire que c'est encore une grosse réalité. Oui, puis ça va Ouais. très bien. Donc, encore une fois, le but n'était pas de faire un épisode entier. On pourrait en consacrer un plus tard. Ah oui, bien sûr, une bonne histoire. C'est pour se revoir fier. Mais par contre, je trouvais important de soulever pour que ça crée des questionnements et peut-être aussi un débat. Bien sûr. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Mais vraiment, il faut juste avancer, essayer d'avancer au même rythme, sans désaccord, et continuer à être aligné. C'est pas grave s'il y a un mois où c'est l'un qui met plus ou l'autre c'est l'autre qui met plus. Toujours est-il, il faut éviter les tensions et se mettre d'accord et avancer sans avoir de rancœur et d'émotions négatives par rapport à ça. Bien sûr. Ça marche. Concernant tout ce qui est budget épargne, on a pas mal fait le tour. Est-ce que toi, tu avais quelque chose à évoquer qu'on n'aurait pas parlé, qu'on aurait zappé? Déjà que pas mal creusé. Beaucoup de choses, ça va peut-être l'objet d'une autre. Ce qui peut être intéressant pour moi, je t'ai demandé en amont de travailler un petit peu cette question-là, c'est est-ce que tu as des choses à nous conseiller en termes de contenu? Comment tu restes en veille? Est-ce que tu as des comptes Insta, des comptes sur les réseaux, des films, des livres à nous conseiller? Oui, tout à fait. Alors, je conseillerais. Alors, bon, moi, je lis beaucoup. Hein. Je sais que toi aussi. J'adore. Et donc, je pourrais conseiller deux livres aux auditeurs. Le premier, c'est L'effet cumulé de Darren Hardy. Ouais. Alors, on dépasse le cadre du budget. Je l'ai lu. Mais le but de ce livre, c'est d'expliquer que sur la durée, c'est les petits efforts du quotidien, pas les gros efforts ponctuels, mais les petits efforts, les petites habitudes qui sont à mettre en place au quotidien. Récurrence et régularité. Exactement, et discipline, qui vont apporter, qui vont amener à des miracles sur le long terme. Et que le plus dur, effectivement, c'est de se projeter sur le long terme, mais c'est pas un sprint. La vie n'est pas un sprint, c'est un marathon, et faut pas se presser, faut juste faire des petites actions au quotidien. Très très bon choix, celui-là, je le coche. Il est top. Et le deuxième, c'est La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Je le vois, mais je ne l'ai pas encore lu. Qui est très intéressant, et le but, c'est de montrer que notre manière de gérer notre argent, finalement, dépend beaucoup plus de notre psychologie, de nos expériences, de notre comportement, plutôt que d'un niveau technique ou d'un niveau de revenu. C'est-à-dire que deux personnes qui vont avoir un niveau de salaire similaire vont pouvoir avoir une trajectoire radicalement différente, juste en faisant des choix émotionnels différents. Super, mais écoute, très bon choix de livre. Je te dis, j'ai lu l'autre que je vise, qui fait partie de mon backlog, mais je n'ai pas encore. Et que je te conseille fortement. Si vous en avez lu, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Alors, j'ai dit que je mettais beaucoup de liens en commentaire. Il va falloir que je réécoute bien l'épisode, que je n'oublie pas les liens, parce qu'on a cité beaucoup de choses lors de cet épisode, mais on essaiera de vous mettre les livres. Et puis, si vous le désirez, je vais faire également un épisode bonus par mois sur une revue de lecture où je décrypte un livre en quelque sorte, je donne mon avis et voilà, j'évoque une thématique. L'un de ces deux livres peut faire l'objet d'une revue de lecture. N'hésitez pas à le signaler dans les commentaires si vous le souhaitez. Et il y a également une personne alors pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect, qui est Mathias Bacchino. Oui. Qui est disponible, qui a un compte sur Instagram, sur TikTok, et qui lui va savoir vulgariser de manière vraiment impressionnante. Tout son contenu est vraiment accessible. Il va parler de plein de sujets sur le budget, que ce soit de l'investissement, de l'épargne, de la gestion de budget au quotidien, du budget de l'État, bref. Tout ça va apporter beaucoup de clarté sur différents sujets liés à l'argent. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Pareil, je te rejoins à 3000%. Je le suis pas mal sur LinkedIn, il est très actif.
On le voit beaucoup en ce moment sur les plateaux télé, etc. Il travaille bien, très sympa, un vrai travail de pédagogie, d'expliquer les choses simplement mais efficacement. Ah ouais. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est égérie pour Trade Republic. Enfin voilà, il travaille en ligne. Alors, je crois que c'est le directeur marketing ou le directeur commercial d'Europe au sens de Trade Republic. C'est encore plus que j'arrive pas sur le pauvre niveau. Excuse-moi, Mathias, si t'entends ça. En tout cas, Mathias, si t'écoutes une partie du podcast, please collab. On serait ravis de faire un épisode avec toi parce que tu fais du super boulot. Donc, si t'as envie Très inspirant. de venir faire un épisode, écris-moi s'il te plaît. Écoute, c'est top. Tu nous as bien renseigné durant tout cet épisode. On y voit beaucoup plus clair pour partir de zéro. Merci beaucoup, Pierre. De rien. Et puis, si vous voulez contacter Pierre, n'oubliez pas qu'il est présent sur Insta. Donc, le _du8 pour ceux qui galèrent, budget teaser sur Instagram. Il se fera un plaisir de vous répondre et de se mettre en lien avec vous. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, Pierre. Merci. Bonne journée, Romain. Ciao, à la prochaine. Au revoir. Hey, listen! Déjà, si tu as cette rêve, tu es vraiment un GOAT. Je tenais à te remercier très chaleureusement pour avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu kiffes mon contenu? Rien de mieux que de le faire savoir. Alors vite, abonne-toi à mon podcast sur ton diffuseur favori. Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou que sais-je, tu verras, ça se fait en un moins de rien. Tu peux également me retrouver sur YouTube, LinkedIn ou Instagram, comme tu préfères. Si tu as le courage et l'envie de laisser un commentaire et une note 5 étoiles, eh bien mine de rien, je t'en serai très reconnaissant. Ciao, à très vite!